Bien que l'œuvre d'Édouard Manet soit ancrée dans le mouvement impressionniste, son style est peu représentatif de celui-ci. Manet est un petit peu le maître à penser des impressionnistes. Il est né en 1832, donc au moins une dizaine d'années avant la plupart des grands impressionnistes comme Monet, qui est de 1840, ou Basile. Eh bien, Manet est leur maître, en quelque sorte, et il le respecte d'ailleurs. Et c'est le premier à véritablement transformer l'art classique en impression. Son œuvre, visionnaire et unique, est à la fois provocante et exaltante. Elle se distingue de celle de ses contemporains. Édouard Manet, c'est un peu le semeur de troubles des impressionnistes, puisqu'il est entre réalisme et romantisme. Il a été absolument fasciné par les œuvres de Goya et de Velázquez, puisqu'il a longtemps vécu en Espagne, et il est en même temps fasciné par les couleurs de Delacroix. Donc il a un peu ce mélange entre réalisme prenant et romantisme. Édouard Manet est issu de la bourgeoisie parisienne du XIXe siècle. Bien que fort instruit, il ne brille pas vraiment dans ses études. Le père de Manet, Auguste Manet, est magistrat et haut fonctionnaire du gouvernement. Sa mère, Eugénie Désiré, est fille de diplomate et musicienne amateur. Manet reçoit une éducation privilégiée qui lui apporte une grande culture en matière de musique et de littérature. Les parents d'Édouard Manet sont de bons bourgeois, très haut placés d'ailleurs dans la gamme de la bourgeoisie, puisque son papa est secrétaire du ministre de la Justice, et puis sa maman est la fille d'un ambassadeur de Suède. Elle a d'ailleurs, je crois, pour parrain le roi de Suède et de Danemark, qui est Bernadotte, le fameux général Bernadotte. Donc c'est un milieu assez austère, parce qu'on ne plaisante pas avec maman Manet. Destiné à une carrière dans la marine, le jeune Manet échoue au concours de l'école navale. Il décide alors d'étudier le dessin et la peinture. Il est refusé aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, donc il va aller prendre des cours chez un artiste privé qui s'appelait Monsieur Thomas Couture, dans la classe de Thomas Couture, pour lequel il va avoir des sentiments mitigés. Il apprend quelques petites choses, naturellement, le b.a.-ba, mais très rapidement, il trouve que ce Thomas Couture en question est quelqu'un qui n'a pas de talent. Son style se rapproche de celui de son maître dans un premier temps. En témoigne cette toile, Portrait d'Antonin Proust. Proust et Manet sont amis d'enfance. Tous deux étudient ensemble à l'atelier couture. C'est pendant cette période que Manet peint le portrait de son ami. En 1859, quand Manet réalise son tableau « Le buveur d'absinthe », la tension entre le maître et l'élève est à son comble. Manet pense déjà que l'art doit refléter son époque plutôt que les temps révolus. Il cherche à suivre les préceptes de Baudelaire, qui décrit le réalisme contemporain en se faisant le témoin authentique de la vie moderne. S'inspirant d'un passage des Fleurs du Mal, Manet réalise le portrait d'un chiffonnier alcoolique. Appuyé contre un mur, son verre posé sur le côté, le personnage a le regard perdu dans le lointain. La bouteille vide à ses pieds renforce le sentiment dramatique de la scène. Couture rejette ce réalisme en bloc. Son jugement tombe comme un coup près. Je ne vois là qu'un vulgaire buveur d'absinthe et un peintre qui glorifie cette démence. Cette peinture signe la rupture définitive entre l'élève et son professeur. Manet est souvent perçu comme un maître au caractère compliqué, qui se bat avec ses contradictions. L'ensemble de son parcours artistique raconte cette lutte interne qui l'incite à l'expression de sentiments contradictoires. Ainsi, Manet rompt avec Couture dont le jugement désavoue son intuition artistique naissante. Le jury du salon de 1859 rejette aussi son buveur d'absinthe. Manet choisit alors de peindre pour la prochaine exposition un sujet nettement moins controversé. Portrait de Monsieur et Madame Auguste Manet, 1860. L'année suivante, Manet présente ce double portrait de ses parents. Il est accepté et accroché au salon de 1861. Avec ce tableau,
l'artiste crée un nouveau courant de peinture qui illustre la bourgeoisie austère du Second Empire. En 1860, le chanteur espagnol est accepté au salon. Après l'échec du buveur d'absinthe, cette peinture d'inspiration espagnole reçoit une bonne critique et apporte le succès à Manet. La même année, il est décoré de la Légion d'honneur. Galvanisé par ses premiers succès, Manet parie que le public appréciera ses toiles d'inspiration espagnole. Il ne se trompe pas. Manet est plutôt quelqu'un d'autodidacte. Il n'a pas eu de mentor attitré, tout comme son ami Degas. Il peindra. Au fil des rencontres, ses sujets seront très diversifiés. Il a beaucoup vécu en Espagne. Donc il passait des heures au Prado à regarder des œuvres de Goya. Donc on va dire que c'est un autodidacte, mais qui s'appliqua à retranscrire ce qu'il voyait. Étonnamment, personne ne semble déceler chez Manet une innovation de style. Pourtant, en regardant de plus près, le chanteur espagnol ou le portrait de monsieur et madame Auguste Manet, on remarque la disparition des demi-teintes. Il s'agit bien là d'un commencement, des prémices d'un développement à venir dans l'art du XIXe siècle. Le Matador saluant, 1866-67. Importé par les romantiques à la fin des années 30, la culture et l'art espagnol sont très à la mode au début des années 1860. Profondément inspiré, Manet traite ce sujet très populaire. Manet va voyager aussi, comme beaucoup d'artistes à ce moment-là. Et il va d'ailleurs aller en Espagne, et il adore la peinture espagnole. Et il est vrai que Goya, Velázquez, c'est sa tasse de thé, si je puis dire. Cette période espagnole peut paraître longue, mais elle correspond à la transformation d'un brillant étudiant en un artiste original et mature. L'enfant et l'épée, 1861. Dans cette toile de 61, on ressent nettement l'intérêt de Manet pour les œuvres espagnoles du XVIIe siècle, notamment Velázquez. Le jeune Léon Coelha Linoff, qui est probablement le propre fils de Manet, sert de modèle. Il est peint dans le costume d'un page de l'aristocratie de l'époque. Le ballet espagnol, 1862. Le poète Charles Baudelaire et Manet sont amis. Tous deux ont une grande admiration pour les ballets espagnols qui triomphent cette année à l'Hippodrome de Paris. Pour cette toile, Manet réalise dans son atelier un grand nombre de croquis préliminaires à l'aquarelle et à la gouache. L'étonnante fraîcheur et le dynamisme des couleurs témoignent du grand talent de l'artiste et de son esprit rebelle. Malgré son désir de plaire, Manet défie toutes les conventions en s'exprimant librement et sans inhibition. Après avoir peint la troupe, il demande plusieurs fois à Lola de Valence, première ballerine de la compagnie, de poser pour lui. Son portrait Lola de Valence, 1862, reste l'un des plus beaux et des plus saisissants tableaux de Manet. Le peintre se surpasse dans les couleurs qui apparaissent ici dans tous leurs éclats. Il représente ici Lola entrant en scène dans une réalité lumineuse, frappant le public par son charisme. Si cette composition rappelle celle de Goya, la peinture de Manet insiste plus particulièrement sur la danseuse qu'il veut peindre avec sa sensibilité personnelle et sa vision plus moderne. Mademoiselle Victorine en costume d'Espada, 1862. Victorine Meurant est le plus célèbre des modèles de Manet. C'est sur cette toile qu'elle pose pour lui pour la première fois, dans un costume espagnol certainement cousu par un tailleur parisien. Elle porte un vêtement d'homme, des bas de soie et des souliers qui semblent peu appropriés à la tauromachie. Cette divergence intentionnelle ne laisse aucun doute sur le caractère fictif de la composition. Jeune femme allongée en costume espagnol, 1862. La jeune femme qui sert de modèle est la maîtresse de Nadar, un photographe français grand ami du peintre. La pose renvoie sans conteste au célèbre tableau de Goya, La Maja Vestida. L'accent lumineux est mis dans les tons crème veloutés des culottes et des bas, plus que sur le visage. Le jeune homme en costume de Marot, 1863.
Le modèle est le frère cadet de l'artiste. Il porte le typique et flamboyant costume des jeunes de la classe ouvrière de Majo. L'habit de velours noir contraste avec la ceinture beige et le revers gris de la veste. Il met en valeur le détail et la flamboyance du manteau rouge porté sur son bras. Le Torero mort 1864. En 1867, Manet présente ce tableau lors d'une exposition personnelle qu'il organise à ses frais, avenue de l'Alma, en marge de l'exposition universelle. Cette toile est accueillie comme l'une des plus belles symphonies de noir jamais tentées jusqu'alors. Il est vrai que Manet décline le noir sous toutes ses formes. Sa palette de couleurs pures, l'expression claire de l'intensité dramatique et de la vérité de l'instant présent marqueront fondamentalement son siècle. Les œuvres espagnoles sont plutôt de la peinture historique, donc c'est ce qu'il fera tout au début de sa vie, de la peinture historique. Puis avec le temps, il s'éloignera et il voudra être le peintre du réalisme. Gitane à la cigarette, 1862. Des maîtres espagnols, Manet retient les points essentiels. Comment diminuer et simplifier les effets picturaux? Comment créer des personnages aux attitudes naturelles? Comment se servir des noirs, des grises et des couleurs pures? Comment appliquer la peinture d'une manière puissante, pleine et vivante, loin des touches sèches et laborieuses enseignées par Couture? Femme à l'éventail, 1874-76. Dans ces scènes de la vie espagnole, Manet cherche à peindre sans effet de romantisme ou de folklore exotique. Il tente de développer une approche plus moderne et plus libre, celle d'un peintre de son temps soucieux d'authenticité. Il réalise ainsi quelques-unes des plus puissantes impressions artistiques des années 60 et 70. Musique aux Tuileries de 1862. Considérée par certains comme le tout premier tableau moderne, cette toile de Manet est au moins la plus importante de sa peinture des années 1860. Elle représente un moment de la vie contemporaine du Paris élégant du XIXe siècle. C'est une étude exceptionnelle d'un groupe de gens, parmi lesquels beaucoup sont reconnaissables. Madame Lejaune, chez qui Manet a rencontré Baudelaire et Basile, ou encore Madame Offenbach sous une voilette. Derrière elle, à côté de l'arbre, Baudelaire de profil et à sa gauche, Fantin-Latour. Manet se trouve à l'extrême gauche. Cette toile brosse la société parisienne huppée du Second Empire, rassemblée lors d'un concert en plein air. Les nuances de couleurs sont remarquables. Pour chaque petit groupe de personnages, Manet crée des espaces différents et les rassemble dans un rythme enjoué qui crée l'harmonie générale et l'impression de brouhaha du tableau. Le centre du tableau est rendu presque illisible, afin d'attirer le regard sur le personnage masculin debout. Sans doute le frère de Manet, qui s'adresse à une femme sous une voilette. Pour chacune des deux femmes au premier plan, chaque détail est important, et notamment l'éventail. Il s'agit là d'un tableau remarquable, original. C'est la première toile du XIXe siècle à montrer la vie bourgeoise d'une façon libre, réaliste, spontanée, tout en restant artistique et composée. C'est la première peinture moderne qui ne décrit pas un drame, mais une simple scène de la vie quotidienne. En cela, Manet contredit ouvertement les règles académiques qui imposent une composition picturale aboutie. Ces deux tableaux peints la même année sont mal perçus par le public. Ils manquent en effet de facture et de sentiment, des éléments chers aux spectateurs contemporains. Émile Zola est l'ami de Manet. Il prend sa défense et insiste sur la justesse du regard de l'artiste sur la vie quotidienne de ses contemporains, qu'il peint simplement avec une extrême vérité. L'abandon des demi-teintes annonce pourtant les prémices d'un nouveau style à venir. De façon encore sommaire, il s'agit là d'une des marques de l'influence de l'art des estampes japonaises. Portrait de Victorine Meurant, 1862. C'est le premier portrait du modèle favori de Manet. Victorine est un modèle professionnel. Elle posera de nombreuses fois pour le peintre, et notamment pour Olympia et le déjeuner sur l'herbe. Le rouge de ses cheveux, sa peau crémeuse, qui capte parfaitement la lumière, intrigue et inspire l'artiste. Sur cette étude expérimentale, le noir pur du collier tranche curieusement. Manet apprend très vite à maîtriser les jeux d'ombre et de lumière.
Sur des toiles importantes comme Olympia et le jour de Fifre, nous remarquons encore cet effet d'aplanissement des formes, inspiré de l'art japonais. Bien qu'utilisé avec discrétion, cet effet devient une marque importante du style de Manet. L'Exposition universelle 1867. Fin 62, Manet a de nombreuses raisons d'être satisfait. En l'espace d'une année, il réalise une douzaine de tableaux de plus ou moins grande facture et parvient à changer sa peinture timide en une peinture puissante, plus personnelle et plus libre. Il a découvert une manière d'immortaliser la vie citadine de son époque dans un tableau. Comme d'autres peintres, tels que Degas, Manet refuse d'exposer ses toiles parmi les impressionnistes. Il préfère rester lui-même et choisit de construire sa renommée en empruntant les voies classiques du salon, acceptées ou refusées, sa force de caractère l'aidant à ne pas trahir ses convictions artistiques. En 1863, impatient de dévoiler son travail, ces 3 toiles sont refusées au salon. Manet comprend que son optimisme est un peu prématuré. Le déjeuner sur l'herbe, 1863. Rejeté du salon de 63, Manet expose son déjeuner sur l'herbe au salon des refusés et provoque un scandale. Provocateur, oui, parce qu'il voulait être l'opposé de la pudeur. Les critiques se focalisent littéralement sur la toile qui déchaîne les passions. La pose nonchalante de la femme nue devant les 2 hommes en costume, peinte dans un parc public, choque les Parisiens, qui y voient une vulgaire représentation de la corruption. Oui, c'est une toile qui va faire un véritable scandale aussi sur la place de Paris, que le déjeuner sur l'herbe, parce qu'il s'agit là aussi d'une femme nue, comme l'était Olympia, mais celle-ci est assise à côté d'hommes qui sont, eux, très habillés. Donc c'est aussi, tout le monde dit, voilà, c'est encore une prostituée qui attend le client, etc. C'est la modernité du traitement qui dérange. En réalité, Manet s'inspire des personnages qui figurent sur une gravure du XVIe siècle de Raphaël. Il ne fait qu'actualiser les vêtements, les accessoires et l'environnement. Après le déjeuner sur l'herbe, en 63, Manet peint Olympia. Ce tableau reste considéré comme son chef-d'œuvre. Après un laborieux travail de synthèse, l'artiste parvient à trouver cette puissance et cette originalité de style qui annoncent les merveilles artistiques du XXe siècle. Olympia surpasse de beaucoup le déjeuner sur l'herbe. Les formes sont plus abouties et simplifiées. Le bouquet et le vêtement de la servante sont peu détaillés et se dessinent sur un arrière-plan noir. Malgré l'absence de perspective, le tracé délicat des contours et la couleur laiteuse provoquent un doux désir de caresse et donnent au corps de la jeune femme une réelle densité charnelle. Acceptée au salon de 1865, cette toile provocante suscite les critiques les plus acerbes. Olympia, qui est cette femme allongée nue, et qui s'inspire de la Vénus, du Titien, d'ailleurs, cette Olympia. Et Olympia, allongée nue, va provoquer un scandale absolument abominable. Tout le monde est effrayé, on dit qu'est-ce que c'est que cette péripatéticienne qui attend le client, etc., etc. Alors que Manet, lui, n'y voyait pas mal. Il trouvait que c'était une très jolie femme dans une position, une posture très élégante. Les peintures de Manet sont souvent critiquées pour leur aspect uniforme, manquant de relief. Il s'agit cependant d'une volonté de l'artiste qui cherche délibérément à s'éloigner d'un Courbet et de ses effets de lumière qui créent des modelés aux profondeurs inutiles pour, au contraire, se concentrer sur les formes délicates émergeant de l'ombre et de la lumière. En tentant d'adoucir ces effets, il cherche à donner le sentiment que la lumière vient du spectateur. Dans le déjeuner sur l'herbe, Manet se sert de ce sujet provoquant pour attirer l'attention et ensuite exprimer au public sa conviction profonde qu'une peinture naît de la façon dont elle est peinte. Il transforme un groupe de personnages en une nature morte. Il estompe délibérément les formes pour se concentrer sur la luminosité de l'herbe, du feuillage, les restes détaillés du pique-nique et la chair vibrante du nu. Les toiles de Manet provoquent des réactions considérables, l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe, mais Manet ne le fait pas pour provoquer lui-même. Manet est un artiste qui ne pense véritablement pas à faire un scandale en peignant ses tableaux.
Courbet et Manet sont considérés comme les pères de l'art moderne. Mais alors que Courbet concentre son approche artistique sur le sujet, Manet oriente son travail dans une voie plus révolutionnaire. Son habileté à se servir avec imagination de styles divers et de les adapter à son propre style inspirera Degas, les futurs impressionnistes et post-impressionnistes, tels que Gauguin, Toulouse-Lautrec et Van Gogh. Les libérant des contraintes académiques dans lesquelles l'art européen restait enfermé. Mais, à son époque, aucun critique ne décèle la modernité de son œuvre. Raillé et ridiculisé parfois avec une rare violence, Manet s'en trouve affecté. En 1865, il fuit en Espagne. Son séjour en Espagne lui permet d'étudier en profondeur l'œuvre de Velázquez. Ses portraits servent de catalyseur à la peinture de sa seconde période, marquée par une profonde influence espagnole. Combat de taureaux, 1865. Durant son séjour à Madrid, Manet assiste à plusieurs corridas. Se souvenant d'un moment particulièrement dramatique où le picador et le cheval sont renversés et piétinés par les cornes du taureau, il peint ce tableau. Alors que les toreros essaient d'éloigner l'animal furieux, la foule grouillante qui jouit du spectacle semble juste esquissée. Elle est séparée du drame par une muraille qui enferme les spectateurs et les protège du danger. La corrida, 1866. La corrida est la toile réaliste la plus intéressante de Manet. Le soleil, sa lumière vive, les zones d'ombre, le cheval éventré, les pourpres, les mauves et les vermillons des spectateurs traduisent exactement l'atmosphère brûlante d'une corrida. Son œuvre sera absolument violente. On le voit bien au début de son œuvre, quelque chose de très mélancolique, peinture historique. Puis après, c'est avec le coup d'État de Napoléon III, la peinture engagée. C'est avec, par exemple, l'exécution de Maximilien III du Mexique, qui a été lâché par Napoléon III. Manet s'en fera un symbole de la trahison politique. L'exécution de Maximilien, 1867-68. Manet cherche à faire ressentir le côté dramatique de la scène. Cette peinture illustre un épisode bien connu dans l'histoire de France. En 1866, lorsque Napoléon III quitte le Mexique avec son armée vaincue, l'empereur Maximilien, qui l'avait placé sur le trône, se retrouve dépourvu d'un soutien militaire suffisant. Capturé par les républicains, il est condamné à mort et exécuté. Les soldats viennent de tirer. Les bustes de Maximilien et de ses deux généraux disparaissent sous la fumée. À droite, un soldat se prépare à porter le coup de grâce. L'enterrement, 1867-70. Cette scène se passe dans le quartier Mouffetard, au sud de Paris. Le cortège en bas à droite est celui de l'enterrement de Baudelaire, qui a lieu le 2 septembre 1867. En 67, Manet soumet sans succès au jury du salon le joueur de fifre, peint en 66. Dans un premier temps, Manet inonde sa toile de lumière. Le garçon qui nous fait face, légèrement tourné, est baigné de clarté. Il pose devant un arrière-plan illuminé. Le peintre joue avec la lumière et utilise les ombres uniquement sur les mains. Il réussit une étonnante synthèse des courants japonais et espagnols qui détrônent presque Olympia. Le déjeuner dans l'atelier, 1868. Ce tableau est l'une des premières compositions complexes de Manet. Pourtant, traitée avec une remarquable simplicité, la scène apparaît magnifiquement réelle, comme prise sur le vif. La disposition des objets sur la toile, la plante, les armes, le chat, le citron, l'homme appuyé sur la table, invitent à une interprétation des symboles évoqués. Manet semble hésiter entre un romantisme mélancolique et son désir de modernité. Étonnamment, ce tableau pourtant intéressant n'attire pas les bonnes grâces du public et de la critique. En réalité, chaque nouvelle toile de Manet est souvent accueillie avec polémique et raillerie. En 1863, Manet épouse Suzanne Linhoff en Hollande. Manet rencontre sa future femme en 1949.
alors qu'elle lui enseigne le piano, ainsi qu'à son jeune frère Eugène. Alors Manet, qui a beaucoup voyagé, il est allé même, on le sait, à Rio de Janeiro, étant jeune, où il va d'ailleurs attraper une mauvaise galanterie dont il mourra, cette fâcheuse syphilis, va avoir dans sa vie rencontrer un certain nombre de femmes. Il va épouser la professeure de piano de son frère Eugène, d'ailleurs. Il l'épousera après la mort de Papa Manet, le secrétaire du ministre de la Justice, parce qu'elle avait un fils, Léon, et on ne savait pas s'il n'était pas du père de Manet. Il l'épouse pourquoi? Parce qu'elle est charmante, il le dit lui-même, elle ne pose pas de problème, c'est une friandise un peu grasse, très agréable et facile à digérer. Madame Manet au piano, 1867-68. Suzanne est une virtuose du piano. Cette scène se déroule dans le salon de la mère de Manet, chez qui le couple séjourne quelques mois. Portrait d'Émile Zola, 1868. Manet est présenté à Émile Zola en 1866. Il fut l'un des défenseurs les plus acharnés de son œuvre. Pour le remercier, Manet réalise ce portrait qu'il présente au salon de 1866. Manet a naturellement autour de lui tout un tas d'amis qu'il retrouve dans les cafés où on refait le monde à cette époque-là, le fameux café Gerbois par exemple. Eh bien, il a Zola qui le défend, parce que Zola adore ce que fait Manet, Baudelaire adore Manet, tous ces gens-là vont l'inciter à ne jamais abandonner, à continuer, et Manet est naturellement sous le charme de ces hommes de lettres qui aiment sa peinture, bien sûr. Portrait de Théodore Duret, 68. Grand critique et collectionneur d'art, Théodore Duret rencontre Manet en 65, dans un restaurant de Madrid. Les deux hommes se lient d'amitié, même si les commentaires de Duret sur la peinture de son ami ne sont pas toujours flatteurs. L'artiste peint un portrait de lui durant le siège de Paris en 1870 et le nomme exécuteur de ses biens. Manet est quelqu'un de très cultivé, il a beaucoup fréquenté les cafés littéraires, les milieux intellectuels, les salons bourgeois. Donc c'est quelqu'un qui s'intéressa à tout, et tout comme Baudelaire, tout comme Zola, c'était quelqu'un de très torturé, très solitaire, une personnalité plutôt très mélancolique, misanthrope, tout comme Edgar Degas. À ce tournant critique de sa carrière, le peintre ne trouve son unique soutien que dans l'enthousiasme de ses jeunes admirateurs. Monet, Basile et Renoir. Berthe Morisot, 1872. Et puis un jour au musée, il rencontre une jeune femme en train de faire des copies de tableaux, et il trouve que cette jeune femme est tout à fait charmante, il lui fait un brin de cour comme il sait le faire, et il apprend qu'elle se prénomme Berthe et que son nom de famille c'est Morisot. Et Berthe Morisot va devenir l'élève de Manet, une élève peut-être même très, très particulière. Berthe Morisot, la plus notable de ses admiratrices, considère Manet comme un grand artiste. Ravissante, cette jeune femme intelligente est avant tout une artiste moderne qui possède son propre style. Le balcon, 1868. Sur ce tableau, Berthe apparaît au premier plan en costume espagnol. Le visage des deux femmes est dans la lumière, séparés l'un de l'autre par un homme qui pose debout dans une attitude majestueuse. Manet se sert du dessin du balcon métallique et des persiennes comme autant d'ornements. L'artiste traduit le caractère déterminé de Berthe Morisot qui se lit dans ses yeux. Manet ressent une profonde estime pour elle et pour son travail. Les deux peintres resteront amis intimes tout au long de leur vie. Et Manet ne peut pas, évidemment, officiellement déclarer ou montrer son amour pour Berthe Morisot. Alors, pour la garder un peu plus sous la main, il va tout simplement lui demander qu'elle épouse son frère Eugène. Comme ça, ils pourront se voir régulièrement. Ça ne sortira pas de la famille, si je puis dire. Le portrait d'Eva González, 1870. Seul véritable élève de Manet, le peintre la représente ici dans son atelier, peignant une nature morte.
Eva González entre également dans la vie de Manet. C'est une jeune femme peintre également, qui est très tourmentée, très tumultueuse, qui vit sur la côte normande et qui a une vingtaine d'années de moins que Manet, mais qui va tomber également sous le charme de Manet. Et ce qui rendra Berthe Morisot folle de colère et de jalousie, naturellement. La belle et tourmentée Eva González était jusqu'alors le modèle du peintre Charles Chaplin, qui était un peintre très mondain, qui avait peint les salles de bain du palais de l'Élysée. Et naturellement, ça a mis Manet en colère en lui disant « Écoutez, vous méritez mieux que ça, venez avec moi, je vais vous apprendre, moi, la vraie peinture. » Et il aura donc la belle Eva González sous son aile. L'artiste 1875. Il s'agit de Marcellin de Boutin, un peintre et graveur que Manet a sans doute rencontré au Café Gerbois. Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876. Réalisé en 1976, ce petit tableau rapidement exécuté en une seule pose est le portrait de son ami intime et grand poète Stéphane Mallarmé. Le combat du Kearsarge et de l'Alabama, 1864. Manet réalise de nombreuses scènes marines. Le navire Alabama coulant est peint avec tous les détails d'un navire-école. La restitution chromatique de la lumière dans les grilles de la fumée est réalisée avec une grande maîtrise qui rend la scène presque réelle. Clair de lune sur le port de Boulogne, 1869. L'artiste peint cette toile lors d'une visite sur les côtes normandes. Il choisit une scène de nuit mystérieuse, un de ces clairs de lune laiteux chers à la tradition hollandaise et flamande. Le groupe de femmes à gauche semble attendre le retour d'un bateau de pêche. Manet utilise parfois l'épaisseur de la matière picturale, laissant les marques de la brosse clairement visibles. L'empattement qui crée l'éclat lumineux de la surface lunaire est le résultat de nombreux essais. Pendant la guerre de 70, Manet s'engage dans la troupe à Paris, dans la troupe de la Commune, avec Degas d'ailleurs. Et curieusement, ils ont comme lieutenant-colonel un autre peintre, mais un peintre très classique, en la personne de Meissonnier, dont Degas aimait respecter Meissonnier comme officier supérieur, mais la peinture de Meissonnier, disait-il, elle est franchement mauvaise, donc il n'y a rien à dire. Mais ils vont faire, pas le coup de feu, mais ce sont de républicains purs et durs qui défendent leur ville pendant le siège de 70. Manet rejoint sa famille qui s'est réfugiée dans le sud-ouest de la France. Il loue pour un mois une maison près d'Arcachon, au bord de l'Atlantique. Sur la plage, 1873. L'été 73, Manet et sa famille passent 3 semaines à Bergues-sur-Mer. Suzanne Manet-Lizan et son frère Eugène, qui épousera Berthe Morisot l'année suivante, lui servent de modèle. Quelques grains de sable mélangés à la peinture semblent prouver que cette toile est réalisée sur place. L'horizon relevé d'un petit trait bleu clairement défini rappelle la composition des estampes japonaises. Chemin de fer, 73. Cette toile présentée avec succès au Salon de 1873 confère à Manet la position de chef de file du mouvement impressionniste. Bal masqué à l'opéra, 73. L'artiste parvient à capturer la joyeuse et frivole atmosphère de ces jours de fête en accentuant quelques touches de lumière brillante au milieu de cette forêt de chapeaux noirs haut de forme. Dans sa composition et son esprit, cette scène délicieuse rappelle le tableau « Musique aux Tuileries » de 1862. L'influence des impressionnistes sur Manet se ressent dans toute la moitié des années 70, notamment dans ses plus belles compositions, comme Argenteuil de 1974 et Le Grand Canal de Venise en 1875. Argenteuil, avec ses tonalités dorées inondées de lumière, reste sans doute la peinture la plus ensoleillée de Manet. Toile à laquelle Renoir répond 7 années plus tard, avec Le Déjeuner des canotiers. Un vibrant hommage à la plénitude de la vie. Chaque détail contribue à faire d'Argenteuil la meilleure peinture en extérieur de Manet. Le Grand Canal de Venise, 1875. En octobre 1975, Manet se rend à Venise où il peint seulement 2 tableaux, dont celui-ci. En 1884, lors d'une de ses premières expositions commémoratives, cette toile est perçue comme une symphonie de tons bleus. L'artiste termine cette peinture à son retour à Paris,
comme en témoignent les bâtiments de l'arrière-plan gauche, qui n'existent que dans son imagination. Monet peignant dans son atelier flottant, 1874. Cette œuvre soulève une question. Qui de Manet ou de Monet est le premier à peindre en plein air, au sens où l'entendent les impressionnistes? Il semblerait que ce soit Manet, avec son déjeuner sur l'herbe, qui le premier peint à la lumière du jour, celle-ci égayant le feuillage des arbres et le visage de ses personnages. Lorsque les artistes de la Renaissance prenaient conscience de l'importance de la lumière pour établir l'existence, la forme et la couleur des objets, il ne leur est jamais venu à l'esprit que cette lumière pouvait aussi, par opposition, déformer, dénaturer ou cacher ces mêmes objets. C'est en cela que réside la distinction essentielle de ce nouveau courant de peinture. Canotage, 1874. Cette peinture représente véritablement une scène de la vie moderne. Afin de concentrer l'attention sur les personnages, Manet coupe audacieusement sa composition en bas du cadre, laissant le spectateur imaginer qu'il se trouve sur le bateau. Dans le vêtement rayé, Manet utilise la technique des petites touches de pinceau et produit ainsi un effet de lumière éclatante. Mais contrairement aux impressionnistes, il ne se sert pas d'artifice pour changer les effets réels que produit la lumière du jour sur les couleurs. L'homme se détache naturellement du brillant de l'eau. Manet est un grand chroniqueur de la vie. Dans ses travaux plus anciens, il nous présente le visage changeant de la Parisienne de la Troisième République. Il l'a peint en femme courageuse, tout comme Louise Michel. Il l'a peint en femme intellectuelle mais décomplexée. Il peint la prostituée comme un idéal de beauté. Manet est avant tout le peintre de la vraie vie. Manet est un amateur de femmes et il aime les peindre également, ces femmes, et il les peint véritablement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des femmes très belles, très élégantes. On ne sent pas le parfum planer autour des femmes de Manet. Ce sont des femmes de la vraie vie, des femmes de bistrot, des femmes qu'on voit dans les concerts. Voilà, ce sont les femmes de tous les jours que Manet ne cherche pas à embellir. Marguerite de Conflans portant une capuche, 1873. Manet peint son modèle sur un fond noir pur afin d'accentuer le noir des yeux et des sourcils, ainsi que le blanc laiteux de sa peau et de ses voiles clairs. La coloration reste sommaire et le détail est estompé, voire même sacrifié pour réaliser ces effets vaporeux à la manière impressionniste. À cause de son aspect inachevé, cette toile est souvent considérée comme une étude. Les femmes rappellent certaines baigneuses de Renoir, dont Manet s'est peut-être inspiré. La Prune, 1877. Cette femme semble perdue dans ses pensées. Loin du verre posé devant elle, une cigarette éteinte dans sa main gauche. Parfois identifiée comme une prostituée ivre, cette femme semble plutôt représenter une jeune ouvrière fatiguée et repliée sur elle-même. Nana, 1877. Dans sa fameuse Nana, Manet représente une scène de la vie quotidienne. Un peu osée, certes, mais empreinte d'honnêteté et de bonne humeur. La femme, une prostituée, se maquille, tandis qu'un client attend sagement sur le divan. Cette peinture provoque un scandale. Le modèle, Henriette Hauser, se trouve être la maîtresse bien connue du prince d'Orange. La blonde aux seins nus, 1878. Manet reste un très grand peintre de nus féminins. Cette toile se rapproche de l'esprit du travail du jeune Renoir, qui tente d'aborder son sujet avec élégance, charme et discrétion. Les tons doux de la peau irradient, et le vert pâle de l'arrière-plan fait ressortir les rosés perlés. La peau rose et blanche est inondée de lumière. Madame Manet sur un canapé bleu, 1874. Manet se sert parfois de pastel pour ses portraits. S'agit-il de l'influence de son ami Degas? Nul ne le sait. Mais il semble évident que la brillance du bleu, la clarté de la jupe et de l'arrière-plan coloré ne peuvent atteindre une telle intensité avec la peinture à l'huile. La femme au chat, 1880. Portrait de Suzanne, la femme du peintre. Le chat repose tranquillement sur ses genoux. Cette scène est caractéristique de l'œuvre de Manet. On la retrouve notamment dans Olympia et quelques autres tableaux. Femme à la fourrure, 1881. Nouveau portrait de l'élégante Madame Guillemet. Manet réalise une grande série de portraits de femmes à travers les saisons.
Celui-ci est un pastel sur toile. Automne 1881. Dans les dernières années de sa vie, le peintre utilise de plus en plus les pastels, surtout dans ses portraits. Cette technique est moins pénible que l'huile physiquement. L'Amazone 1882. Dans la langue française, le mot « Amazone » désigne une femme superbe, libre et fière. Une allusion aux femmes de la mythologie grecque qui se distinguent par leur force et leur indépendance vis-à-vis des hommes. La femme au costume d'équitation est certainement la fille d'un libraire de la rue de Moscou. La Viennoise, portrait d'Irma Brunner, 1880. Les pastels de Monet éblouissent le regard par leur élégance et leur beauté. Irma Brunner représente le type même de la femme libre, éblouissante, pleine de vie. Ce tableau est aussi connu sous le nom de Femme au chapeau noir. Dans les 2 dernières années de sa vie, Manet réalise de nombreux portraits de bustes de femmes. Le doux modelé du visage et l'élégance de la robe se rapprochent de l'esprit de Renoir. En 78, Manet aime la vie des grands boulevards, ses brasseries et cafés. Souvent, il s'installe à une terrasse pour se détendre après avoir peint. Il y rencontre ses amis. Tout ce que nous savons de lui vient des gens qu'il a rencontrés au café Gerbois, chez Tortoni ou au Nouvelle Athènes. Les scènes de café sont un peu le lieu de toutes les rencontres, que ce soit du plaisir aux rencontres littéraires. Manet trouvait quasi toute son inspiration dans les cafés, que ce soit littéraire ou populaire, puisqu'il voulait retranscrire la vraie vie des Parisiens du 19e. La serveuse de Bock, 1879. Dans cette scène originale d'une serveuse apportant une bière, Manet parvient à exprimer à la fois toute la concentration de son personnage ainsi que l'énergie qu'il déploie. On a l'impression de participer à la scène en observant cette femme énergique qui pose un premier bock en bas à gauche du tableau, puis semble interpellée par un autre client hors cadre à qui on imagine qu'elle va servir un autre bock avant de prendre la commande suivante. Au Père Latuile, 1879. Ce tableau reste un des joyaux de la carrière de l'artiste. Son talent explose. Toute la profondeur de son art s'exprime dans cette toile. À cette époque, on parle d'un véritable hymne à la couleur. Le célèbre restaurant figure parmi les lieux de rendez-vous de Manet et ses amis. Les jaunes, les mauves et les balayages de vert se complètent harmonieusement. La scène brosse un moment heureux de la vie quotidienne parisienne, comme Guy de Maupassant en décrit dans ses nouvelles. Un bar aux Folies Bergères, 1882. Ce dernier chef-d'œuvre de Manet sonne comme un adieu mélancolique à la folle et divertissante vie parisienne. L'orange éclatant de la nature morte sur le comptoir de marbre, le regard vide de la serveuse et le miroir qui reflète les multiples détails invitent à la parole. Pour le simple mortel, la vie de Manet peut apparaître bien remplie comme une suite de scènes harmonieuses, souvent vibrantes, voire très relâchées. Son œuvre rayonne d'une innocence extraordinaire. L'Asperge, 1880. Manet est un garçon pittoresque, touchant, émouvant, sympathique et généreux parfois. Ainsi, par exemple, il vend une très belle nature morte figurant une botte d'asperges à M. Ephrussi, qui est un riche banquier, qui sert de modèle à Swann dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et M. Ephrussi paye cette toile beaucoup plus qu'il n'était prévu. Manet est étonné en recevant cette somme d'argent, et plutôt que de rendre de l'argent, il refait une toute petite toile figurant une seule asperge, très belle d'ailleurs, c'est une toile ravissante, qu'il envoie à M. Ephrussi en lui disant « Voilà, je crois qu'il en manquait une à la botte ».
La maladie qui l'a sans doute tué empoisonne les 2 dernières années de la vie de l'artiste. Elle le condamne à travailler sur une échelle ridiculement petite, des scènes de jardin impressionnistes, des natures mortes ou des bouquets, de 1880 à 83. Sur les conseils de son médecin, Manet passe les mois d'été loin de Paris, à Bellevue, Versailles et Rueil. Jardin de Bellevue, 1880. Souffrant de la syphilis, l'artiste peint cette scène dans son jardin. Manet se rapproche du style de ses amis impressionnistes. La maison de Rueil, 1882. En 82, il loue une maison à Rueil qu'il peint sur ce tableau. Bien que presque totalement immobilisé par la maladie, il peut tout de même se tenir à l'ombre des arbres d'où il peint cette vue. Le soleil inonde la scène. Les touches délicates rappellent les caractéristiques des toiles impressionnistes de Monet et Pissarro. Une allée dans le jardin de Rueil, 1882. Manet veut donner l'impression que sa fin proche ne diminue en rien son énergie artistique. Pourtant, dans cette allusion perceptible à sa virilité, le peintre semble exprimer sa souffrance de l'isolement. Les natures mortes intéressent particulièrement Manet. Il en intègre souvent dans ses toiles, notamment dans les plus importantes, comme Le déjeuner sur l'herbe et Dans un bar aux Folies Bergères en 1882. Vase de pivoine sur pied-douche, 1864. Manet continue de travailler sur les pivoines et leur richesse. Il semble apprécier la nature, mais de façon sélective, arrangée et cultivée. Œillet et clématite dans un vase de cristal, 1882. Vers la fin de sa vie, Manet peint des natures mortes de fruits et de fleurs. Il peint les pêches, les prunes, les pommes, les fraises, les tulipes, les œillets et les clématites. Ces petites études sont plus reposantes pour lui que l'exécution de ces grandes toiles qui désormais le fatiguent. Elles révèlent son meilleur travail au pinceau. Ces dernières dénotent également un changement par rapport aux peintures plus stéréotypées des pivoines exécutées en 1864. Le reflet de l'arrière-plan légèrement violacé, d'habiles touches de blanc mêlées au vert des tiges définissent la transparence du vase. Quelques petites touches jaunes dorées ajoutent une petite note complémentaire au vert. Rose et tulipes dans un vase, 1882. L'atelier de Manet est toujours rempli de fleurs, surtout dans les dernières années de sa vie. Autour de lui, tout le monde sait qu'il les apprécie et chaque jour, il reçoit un nouveau bouquet. Il peint celui-ci dans les derniers mois de sa vie. Il s'agit ici d'un arrangement tout simple, composé sur un arrière-plan foncé. Rose et lilas blanc dans un vase, 1882-83. S'inspirant de l'art japonais, ces peintures de fleurs sont un hommage à la beauté. Lilas blanc, 1883. Posés dans un vase transparent, les lilas blancs sont à présent soigneusement arrangés. Le blanc éclatant des fleurs s'harmonise avec le vert du feuillage et s'oppose à l'arrière-plan sombre. Les fleurs semblent si fraîches que la peinture paraît encore humide. Les reflets sur le vase saisissent la lumière et captent notre regard. Rue Monnier avec drapeau, 1878. La maladie de Monet et sa mort prématurée en 1883 provoquent un réel raz-de-marée dans le milieu de l'art moderne. Dès la fin des années 1870, faisant preuve d'audace, Manet commence à prendre toutes sortes de libertés picturales. Déjà, il cherche à obtenir de nouveaux effets plus riches et variés. En développant un sens aigu de la couleur, en élargissant son registre imaginatif, il finit par vaincre ses défauts de composition. Il semble avoir lui-même ressenti que ses meilleures années seraient à venir. De multiples façons, Manet a joué les rebelles face à un siècle d'académisme. Mais il en a payé le prix. Lorsque le salon s'est enfin rendu à accepter la nouveauté de son style, le succès populaire l'a poussé à se surpasser encore. Un atelier aux Batignolles par Fantin-Latour, 1870. De gauche à droite, Scholderer, Manet, Renoir, Astruc, Zola, Maître, Basille et Monet. Édouard Manet était un grand imaginatif, un grand technicien et un grand artiste. Manet est le peintre du réalisme et du romantisme. Il a une place très particulière dans l'impressionnisme. Il a été le rival principal
de Monet, mais il a été en même temps le précurseur de l'impressionnisme, puisqu'il insérera la place de la nature et de la mer dans les œuvres. Il est le peintre de la modernité, puisqu'il avait un temps d'avance sur tous ses contemporains. Malgré sa courte carrière, il a eu une large influence sur tous les peintres qui le suivirent, et notamment les impressionnistes. Ce nouveau mouvement réaliste, né dans le milieu des années 1860, s'épanouit jusque dans les années 70. Il générera la première révolution artistique depuis la première Renaissance au XVe siècle et engendra le premier style universel français depuis la naissance du gothique au XIIe siècle. Tout le monde lui tirait un grand coup de chapeau. Monet était en admiration devant Manet. Et d'ailleurs, il y a une merveilleuse lettre de Monet s'installant à Giverny le 30 avril de 1883, disant « Manet vient de mourir ce jour-ci, le jour où je m'installe à Giverny ». Et Monet a été extrêmement touché et ému, a plaqué sa maison pendant quelques jours pour venir assister à l'enterrement de son ami Manet. Manet n'a jamais réalisé de peinture purement impressionniste, c'est-à-dire une toile sur laquelle aucun noir n'apparaît, une toile où les couleurs n'apparaissent que grâce à leurs complémentaires. Mais surtout, Manet ne conçoit pas uniquement son sujet en fonction de la lumière. L'œuvre de Manet fut révolutionnaire pour son siècle. Son style inventif, son rejet de l'académisme, son utilisation de couleurs pures, sa vision réaliste de la vie, ainsi que ce sentiment d'immédiateté qu'il a su créer, ont fortement influencé les impressionnistes.